Eh bien voilà, nous sommes de retour dans cette matinale après cette courte page de publicité avec Oscar Freisinger, ancien vice-président de l'UDC, parlementaire, ancien secrétaire d'État du Valais, dont il a été le fondateur de l'UDC du Valais. Il est aujourd'hui, il se consacre aujourd'hui d'abord à l'écriture, à la traduction, autant de passion, car c'est quelqu'un d'extrêmement passionné et dont les passions sont multiformes, Oscar Freisinger, et on est heureux de le retrouver dans cette matinale sur GPTV. Bonjour Oscar, bon matin. Bonjour Nicolas. Oscar, de tes cimes, nous allons te demander de nous parler de la situation internationale, mais peut-être, parce que tu es quand même un des plus français des commentateurs, un des commentateurs suisses le plus français qui soit en Suisse, et tu le fais souvent avec bienveillance vis-à-vis de ces malheureux Français, et non avec le mépris d'un certain nombre peut-être de tes concitoyens, mais on peut les comprendre qu'ils aient un certain mépris pour ce que devient notre pays. Et toi, il y a beaucoup plus justement de bienveillance. Donc, je sais que tu as de la peine avec nous souvent, et donc on partage nos peines ensemble de ce que devient ce pays si admirable en son temps qu'est la France. Est-ce que tu as peut-être, pour commencer, avant de parler donc de la situation internationale, cette polémique du nouveau ministre de l'Intérieur sur l'état de droit qui ne relève pas de l'ordre du sacré, qui n'a pas de caractère sacré. Je pense que c'est pas quelque chose qui doit te déplaire en soi. Toi qui as lutté toujours contre, finalement, ce qu'on cherche à imposer, un ordre néolibéral qui se masque derrière l'état de droit. Bon, ben, l'état de droit, il n'existe que par les intentions et l'idéologie de ceux qui ont le pouvoir pour faire les lois. Alors après, ça dépend comment ces lois sont élaborées. Est-ce qu'il y a... Parce que moi, je rajoute toujours l'état de droit démocratique. Parce que c'est très important le terme démocratique derrière. Ça veut dire simplement que la politique prime sur le droit. C'est d'abord la politique, c'est des décisions politiques, c'est-à-dire le peuple, la majorité, c'est ça en démocratie, qui va déterminer les lois, et ensuite les juges n'ont juste qu'à appliquer ce que le Parlement, etc., ont déterminé comme étant la loi. Alors, le problème qu'il y a, c'est dès que c'est pris en otage, qu'on élimine quelque part le peuple. Avec le système français, c'est très très facile. Donc, le système de la Ve République, au fond, les gars, ils donnent je suis désolé, mais le peuple donne un chèque en blanc pendant 4 ans quinquennat, donc 5 ans à un groupe qui ensuite va faire avec ce pouvoir ce qu'il veut. C'est ça qui ne va pas. Vous n'avez pas de possibilité d'interférence régulière du peuple sur les affaires courantes. Ce que nous avons en Suisse, parce que nous avons des instruments institutionnels qui permettent au peuple de rappeler à ces messieurs du pouvoir qu'ils sont à leur service. Le peuple est le souverain. Ce n'est pas eux les souverains. Et c'est toute la différence, elle est là. Donc, je vous donne un exemple dans l'histoire. Prenez le Troisième Reich d'Adolf Hitler. C'était, et je vais vous choquer peut-être, mais c'était un état de droit. Un droit inique, des lois iniques. Mais il y avait des droits, il y avait des procédures, il y avait tout l'instrument, il y avait des juges, il y avait tout ça, mais c'était simplement basé sur une base qui n'avait rien de démocratique, et puis alors absolument rien de civilisationnel, donc c'était vraiment complètement inique. Donc l'état de droit en soi n'est pas garant du tout d'humanité et de civilisation. Ça peut basculer dans la barbarie la plus totale, parce que ça dépend toujours de celui qui fait les lois et comment il les fait. Justement, sont apparus un peu en même temps la prédominance d'un fétichisme de l'état de droit comme du droit international public, et donc le droit d'ingérence. C'est à peu près au même moment que cet ordre néolibéral s'est mis en place, et pour détruire les États à l'intérieur, et pour imposer, malheureusement, derrière l'état de droit, la loi du plus fort. C'est ce que l'on voit régner aujourd'hui, et je te laisse développer. C'est ce que l'on voit régner au Proche-Orient. Oui, c'est le rules-based order. C'est l'ordre mondial basé sur des règles. Et celui qui ne se tient pas aux règles est un, etc.
Oui, mais qui fait les règles? Et cui bono? À qui profitent les règles? Non, mais attendez, c'est quand même l'hégémon anglo-saxon qui déterminait ces règles avec ses satrapes, et puis celui qui n'obéissait pas était sanctionné, alors que les sanctions n'ont aucune base légale, aucune, absolument aucune, surtout pas les smart sanctions, ce qui touche des personnes individuelles, c'est totalement contraire à toute notion de droit. Donc c'est en fait des mafieux qui ont pris le pouvoir planétaire, mais ils ont fait une guerre de trop. Et cette guerre de trop, c'est, je dirais, l'Ukraine. C'est principalement Oui. l'Ukraine. Ça, c'est la guerre que les Américains n'auraient jamais dû faire, parce qu'ils étaient tellement méprisants par rapport aux Russes, tellement convaincus que les Russes correspondaient à l'image qu'ils s'en faisaient, au lieu d'aller étudier un peu l'histoire, d'aller regarder, mais c'est quoi la Russie vraiment? C'est quoi Poutine? C'est vraiment le diable? Ou est-ce que c'est peut-être quand même quelque chose de différent? C'est peut-être un cerveau, comme les cerveaux russes sont souvent, un joueur d'échecs. C'est peut-être quelqu'un qu'il faudrait prendre au sérieux parce qu'il pourrait éventuellement être efficace. Donc, je veux dire, quand vous avez un adversaire, moi j'ai fait du sport, il ne faut jamais mépriser son adversaire, il ne faut jamais le sous-estimer. Chaque match, il faut le gagner. Ce n'est pas parce qu'on a sur le papier la meilleure des équipes qu'on va le gagner, le match. Hein. Il y a des choses très étonnantes qui peuvent se passer. Et là, le match ne s'est pas du tout déroulé selon les rule-based order, donc c'est clair. Les Russes ont résisté. Non seulement ils ont résisté, mais c'est l'Occident qui se retrouve isolé. Et le deuxième problème qui s'est greffé dessus et qui a alors complètement démasqué toute l'inhumanité et l'hypocrisie de ce rule-based order, ça a été l'affaire de Gaza, donc le Moyen-Orient. Parce que tout à coup, le deux poids, deux mesures, vous pouviez le suivre au jour le jour. Les Russes faisaient quelque chose, c'était le mal. Les Israéliens faisaient 10 fois pire, c'était le bien. Alors évidemment que là c'est pas possible, à moins d'être complètement idiot, de ne pas réaliser à combien ce système est hypocrite et finalement n'est que un paravent pour des intérêts financiers, économiques, de pouvoir, etc., non avoués. Ouais, tout est dit, tout est résumé en quelques mots. C'est toujours aussi brillant, Oscar Freisinger. On peut rentrer peut-être maintenant dans le détail de ce qui se Oui. passe au Proche-Orient, justement. Ça a commencé à Gaza, maintenant c'est le sud Liban. Alors, si j'ai bien compris, mais je ne suis pas encore tout à fait sûr de l'envergure de ce qui s'est passé hier soir, il semblerait que l'armée israélienne soit entrée dans le Liban Sud. Oui. Il faudrait juste savoir, est-ce que c'est une opération relativement limitée ou est-ce que quel est le but ultime de cette opération? Mais le fait est là, ils sont entrés dans le Liban Sud. Alors, c'est une situation où les acteurs sur place ne comptent pas vraiment. Ce qui compte, c'est ceux qui tirent les ficelles derrière. Comme d'ailleurs en Ukraine, c'est exactement la même chose. Et ça a toujours été dans ces proxy wars. Hein, c'est le même principe. Ici, vous avez effectivement les Américains, parce que le lobby juif est dominant sur la côte est des États-Unis et qu'il tient, si on veut, en otage les Amériques, donc qui va soutenir inconditionnellement Israël. De plus, vous avez une présidence extrêmement faible. Biden, au fond, il peut dire ce qu'il veut. Netanyahou, il n'en fait qu'à sa tête parce qu'il a compris qu'il y a là un vide de pouvoir quelque part. On a ce vieillard sénile qu'on trouve trop sénile pour être candidat, mais pas assez sénile pour ne pas encore être président pendant 6 mois. Donc ça, c'est encore une autre hypocrisie. Non, mais c'est formidable. Hein. Je veux dire, on est vraiment dans un monde de fous, quoi. Bon, bref. Il peut pas être candidat, mais il peut appuyer encore sur le bouton nucléaire, le gars. Ouais, non, mais je suis des fois, les bras m'en tombent. Je me dis, mais est-ce que c'est moi qui suis fou ou c'est le monde qui est fou? Donc, ça, c'est pas possible. Bref, donc, eux le soutiennent. Maintenant, Netanyahou, on a compris une chose, c'est la fuite en avant. On parle de ce grand Israël et tout ça. Non, c'est simplement la survie d'Israël que lui essaye de garantir par une fuite en avant. Il lui faut détruire donc maintenant là le Hezbollah. Le truc qui est étonnant, c'est que ces dernières semaines, ces derniers mois même, mais cette dernière semaine, ça s'est accumulé.
vous avez des provocations de plus en plus grandes d'Israël. Vous avez ces assassinats multiples, hein, vous avez cette histoire de pager, il y a énormément, il y a Haniyeh qui a été même tué à Téhéran, vous avez un cumul d'actes mais provocateurs d'une gravité profonde, mais c'est carrément du terrorisme d'État. Donc c'est clair, on ne peut pas appeler ça le coup des pagers où il y a même des enfants, des civils, etc. qui meurent. C'est du terrorisme. C'est exactement ce que Israël reproche à ses adversaires. Et c'est étonnamment quelque chose que, juste entre parenthèses, les Russes n'ont jamais utilisé. Les Russes n'ont jamais utilisé ça contre les Ukrainiens. Zéro frappe décapitante. D'ailleurs, on reproche, une partie de l'opinion publique russe reproche à Poutine de ne pas avoir fait la même chose avec Zelensky et ses sbires. Et moi, je crois que Poutine, là, est dans le vrai, il est dans le juste. Et je le respecte pour cela parce qu'il ne veut pas descendre à ce niveau de bassesse. Or, là, l'État d'Israël, lui, aucune bassesse ne lui est interdite. Ce qui montre qu'ils doivent être quand même quelque part un peu au bord du gouffre. Et pourquoi? Alors, on va un peu analyser la chose. Oui. Ce qui est étonnant, c'est que l'Iran n'est pas bougé. Alors, pourquoi l'Iran ne bouge pas? Alors, il y a différentes hypothèses. Il y en a qui disent qu'ils ont trahi le Hezbollah et que c'est eux qui ont livré les informations, etc. Je n'y crois pas tellement parce qu'ils ont tellement investi dans le Hamas, ils ont tellement envoyé d'armes, etc. Vous allez quand même pas. Et puis, c'est pas tellement le style entre co-religionnaires, parce que c'est quand même le chiisme. Hein, donc, on ne fait normalement pas ça. C'est pas tellement dans la tradition. J'ai peine à croire. On ne peut pas l'exclure complètement, mais ça me semble quand même un peu gros. Par contre, ils ne bougent pas parce qu'ils ont un problème, c'est que derrière, il y a les Russes et les Chinois, et s'ils n'ont pas l'appui des Russes et des Chinois, ils sont livrés tout seuls face à l'énorme machine de broyage américain. Donc, ils sont obligés, quelque part, d'être modérés parce que de ne pas répondre aux provocations parce qu'ils ne sont peut-être pas encore prêts pour la guerre. Ils ne sont peut-être pas encore prêts et les Israéliens veulent les provoquer pour qu'ils répliquent le plus vite possible avant qu'ils soient nucléaires, avant qu'ils aient la bombe nucléaire, etc. Être prêt, c'est surtout sanctuariser son territoire avec l'arme nucléaire. Exactement. Donc, il y a ce jeu-là. Mais maintenant, le fait que Israël entre dans le Liban Sud et donc va confronter le Hezbollah directement. Alors, deux solutions. Soit ces coups qu'ils ont portés à la direction du Hezbollah le déstructurent et vont empêcher une résistance crédible. Je n'y crois pas. Parce que cette organisation, je pense, a des ramifications énormes. Ils ont des systèmes de tunnels encore beaucoup plus importants que ce qu'a le Hamas. Et puis, c'est beaucoup plus puissant quand même que le Hamas en comparaison. D'accord. Donc, ils vont s'enliser. J'ai comme l'impression qu'ils vont plutôt s'enliser. Et ça, c'est le pire qui puisse arriver à Israël. Et les Iraniens, ils jouent un jeu en se disant, OK, on les laisse s'enliser là, mais je vous parie que le bras vengeur, mais c'est un pari que je fais, donc c'est une hypothèse un peu personnelle. Le bras vengeur des Iraniens, ce ne sera pas le Hamas, le Hezbollah. Le Hezbollah sert juste à fixer l'armée Israël, si vous voulez, à l'user, comme ils l'ont déjà usé une fois dans les années, je ne sais plus quand c'était, en 2006, 2008, etc. Il y avait déjà eu une fois une incursion. Oui, 2006. Ils les avaient usés à ce moment-là. Ça sera les Houthis. Et vous verrez que ce sera les Houthis parce que les Houthis n'ont pas de frontière commune avec Israël. Ils peuvent bien envoyer des chasseurs, mais si tout à coup les Houthis se retrouvent avec des S-400 russes ou des systèmes anti-aériens iraniens très efficaces, et si les Houthis tout à coup disposent de missiles supersoniques, ils peuvent toucher Israël où ils veulent, comme ils veulent, et ils sont quasiment intouchables sur les montagnes. Les Houthis, ils n'ont jamais... Je crois qu'une fois, pendant l'époque ottomane, ils ont été légèrement occupés, mais sinon, ce peuple n'a jamais pu être pacifié, enfin, occupé et dominé. C'est un peuple terrible, paraît-il. François Martin, qui est un de nos géopolitologues, en parle souvent en disant qu'il les connaissait bien et qui sont non seulement redoutablement intelligents, c'est loin d'être des sauvages, des barbares.
mais ils sont en effet très intelligents et redoutables. Et ce sont des guerriers, puisqu'il semblerait que leur symbole, ce soit un poignard, hein, de toute façon. Ils ont la notion de martyr. Donc, cette notion de martyr, donc, là, actuellement, le fait qu'Israël bombarde les Houthis, bombarde le Yémen, ces gens-là, ça leur donne une valeur et ça leur donne une visibilité planétaire. Et ça va être, je pense, le poignard de l'Iran pour frapper Israël. Ils vont pas, par ricochet, ils vont utiliser les Houthis qu'ils ont déjà partiellement utilisés contre l'Arabie Saoudite. Et maintenant, ils vont l'utiliser contre Israël. Mais pas le Hamas, parce que le Hamas, le problème, c'est qu'ils sont trop proches et puis le territoire est trop exigu et il y a peu de profondeur stratégique. Par contre, les Houthis sont protégés d'abord par les montagnes et puis ensuite par la distance avec Israël. Il suffit juste d'avoir les moyens technologiques et on a vu qu'ils peuvent les utiliser. Je vous rappelle qu'un missile, dernièrement, a franchi 2000 km pour exploser à 6 km de Tel Aviv. Donc, ça montre, ça c'est un avertisseur. Moi, si j'étais israélien, je m'inquiéterais. Donc, cette guerre de Netanyahou, qui est une sorte de fuite en avant, elle risque de provoquer la fin d'Israël, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si les Houthis commencent à pouvoir bombarder assez régulièrement Israël, créer une insécurité constante, avec en plus le Hamas qui continue et le problème de Gaza qui n'est pas réglé, vous avez donc une démultiplication des foyers. Eh bien, vous verrez, l'exode qui a déjà commencé en Israël, la population va quitter. Parce que les gens vivent sous une pluie de bombes, franchement, vous avez vu en Ukraine ce que ça donne. Donc les gens sont, même ceux qui n'étaient pas sous la pluie de bombes, ils sont partis à l'ouest. Donc là, je peux vous dire, il y aura une énorme perte. Il y a des gens qui, tous ces travailleurs qui viennent de l'extérieur maintenant pour travailler Israël, n'y viennent déjà plus. Vous allez avoir un isolement d'Israël aussi au niveau planétaire, au niveau de l'économie. Pourquoi ? Parce que les Houthis, s'ils ont ce que je vous ai dit avant, ces moyens, eh bien, ils vont réussir à bloquer le détroit d'Ormuz. C'est eux qui contrôlent partiellement le Bab el-Mandeb et puis le détroit d'Ormuz. Donc, ils vont pouvoir faire des dégâts terribles. Et les Israéliens, déjà maintenant, ils sont ennuyés, mais là, ça peut être encore beaucoup plus grave. Donc, il y a une possibilité pour les Iraniens, avec derrière eux, évidemment, les Russes, je pense quand même, de rendre la chose encore beaucoup plus douloureuse pour l'axe israélo-américain. Et donc, vous allez vers la ruine déjà économique d'Israël, démographique et économique. Donc, ce n'est pas militairement, parce que militairement, c'est vrai que l'armée israélienne est très efficace, c'est vrai que le Shin Bet est incroyablement efficace, il faut le reconnaître. Mais il y a des données, et ça, c'est ce que les Russes ont réussi à faire. Mais eux, ils avaient la profondeur, il faut quand même avouer la profondeur stratégique, ils l'ont, et ils ont une incroyable richesse qui leur est propre, et ils avaient préparé pendant 8 ans le fait qu'ils allaient devoir affronter cette guerre. Et je le sais puisque j'avais eu l'occasion en 2015 de manger avec Anatoly Karpov, qui était le champion d'échecs et membre de la Douma, qui m'avait expliqué pas à pas ce qui allait se passer et comment eux allaient s'y préparer. Alors, ils n'ont pas pu tout préparer. Certains endroits, ils ont dû ensuite un peu régler les choses. Mais ils s'étaient préparés parce qu'ils ont très bien compris que si la famine éclatait en Russie, vous pouvez avoir la meilleure armée du monde, ce qui n'était même pas le cas à ce moment-là, et puis vous perdez la guerre quand même. Si votre système économique s'effondre, vous perdez la guerre quand même. Donc c'est multifactoriel. Vous ne pouvez pas juste croire qu'une guerre se gagne que par l'armée, que par l'aspect militaire. Il y a l'aspect économique, il y a l'aspect social, il y a plein d'aspects. Et donc, Netanyahou va se retrouver confronté à des problèmes démultipliés, et je ne vois pas, malgré le soutien d'Oncle Sam, comment il va pouvoir se sortir de cette nasse dans laquelle il s'est fourgué lui-même. Ils ont bénéficié, si ce n'est un lâchage de l'Iran, ils ont en tout cas, en effet, les services du Mossad, les services militaires, des services militaires aussi de Tsahal, ont réussi un certain nombre de coups particulièrement fumants, on ne va pas le nier, mais il y a une fascination aussi dans ces cas-là en Israël et même, je dirais, parmi leurs soutiens en Occident, justement pour la violence brute, pour l'élimination. Et cette fascination est en effet, à mon avis, dangereuse parce qu'elle oublie que les buts de la guerre sont tout autres
c'est pas ça la guerre, c'est pas éliminer, ce n'est pas qu'éliminer physiquement son adversaire, je ne pense pas. Ah, il faut réétudier Clausewitz et Sun Tzu et puis analyser ce que des théoriciens de la guerre ont écrit avant. Moi, ce que je trouve étonnant là-dedans, c'est que c'est surtout c'est très pubertaire, c'est une sorte disons, la politique américaine en général. Et puis c'est les jeux vidéo. Tu as raison, c'est comme les jeux vidéo, c'est comme les ados avec leurs jeux vidéo. Ils éliminent avec un missile, mais c'est pas ça. Et puis c'est beaucoup d'émotions et de la diabolisation systématique de l'adversaire. Moi, voyez-vous, je vous fais le commentaire maintenant de ce qui est en train de se jouer là-bas, mais je ne mets aucun jugement de valeur. Vous savez très bien, j'ai été le porte-drapeau de l'initiative contre la construction de minarets en Suisse. Je pense que l'islam politique qui prend en otage l'espace public n'a rien à faire dans notre pays. Donc je ne suis pas un ami de la pensée musulmane, etc. J'analyse juste les forces en présence. Je ne suis pas contre Israël non plus. Je ne suis pas contre. Ça n'a rien à voir. Mes opinions personnelles sur la valeur de la religion juive, la valeur de la religion musulmane n'entrent pas en ligne de compte. Je prends les forces en présence, les intérêts géopolitiques récurrents et quel est le jeu. Et si vous analysez ce jeu-là, actuellement, je suis obligé de reconnaître qu'Israël joue sa survie. Moi, je pense qu'il la joue mal. Là, c'est pas juste ce qu'ils font. Netanyahou fait de graves erreurs, mais il se croit fort parce qu'il y a les Américains, ils ne peuvent pas faire autrement que le soutenir. Et puis il y a ce vide de pouvoir dont il profite, dans lequel il s'engouffre comme dans une brèche. Maintenant, il entre dans le... Alors, à moins qu'il parvienne à effacer la carte rapidement le Hezbollah, alors à ce moment-là, mes propos perdent pas mal de leur pertinence. Mais je n'y crois pas tellement, mais on ne peut pas l'exclure complètement. Mais ça m'étonnerait quand même que le Hamas, qui a quand même maintenant des bonnes décennies, qu'il a pu se créer un arsenal, des tunnels, des bunkers, etc., enfin, qu'il a créé tout un système de défense, que ça s'effondre aussi rapidement, ça m'étonnerait. Or, on retrouve la même situation que les Américains avaient retrouvée au Vietnam, c'est-à-dire que les Américains, à ne pas gagner, perdaient, et puis les autres, à ne pas gagner, à ne pas perdre, gagnaient. Vous voyez ? Donc, ici aussi, le simple fait que le Hamas soit toujours là une année après, il a déjà gagné. Quelque part, militairement, le Hamas a été passablement décimé. Mais quelque part, il a gagné politiquement, au niveau géopolitique, etc. Il a gagné, il est toujours là. Et Israël se retrouve avec une armée qui est hyper puissante et ils n'ont pas réussi à éradiquer le Hamas. Alors, je ne pense pas qu'ils puissent réussir mieux que ça avec le Hezbollah. Donc, ils vont se retrouver avec une sorte de foyer au nord et au sud. Hein, donc là, ça va continuer c'est des plaies ouvertes qu'ils vont avoir des deux côtés, et avec les Houthis qui, eux, vont pouvoir, à distance, amener le feu au cœur d'Israël. Je pense que c'est dans ce sens que va aller la réponse iranienne. Je ne vois pas de quel autre moyen, parce que je ne vois pas l'Iran attaquer de front Israël, même s'ils peuvent, évidemment, à travers la Syrie, etc., ils pourraient envoyer des troupes et entrer directement en conflit. Mais je ne vois pas les Iraniens faire ça à aucun moment. Alors, ils ont montré un très grand contrôle d'eux-mêmes, et peut-être qu'effectivement, ils ne sont encore pas tout à fait prêts pour la guerre, donc ils vont utiliser d'autres moyens, puisque c'est un jeu de dupes à malin ennemi. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.